Qu'est-ce que tu dirais si tu savais qu'il y a la championne de France de couture dans ce bureau, là, tout de suite, maintenant? Hello! Action! Et enfin médaille d'or, Chloé Le Marchal. Les WorldSkills, c'est comme une course, c'est court. J'ai pas de temps à perdre. Je vous présente Chloé. Salut! Elle est championne de France de couture, mais en fait c'est pas tout à fait couture. Championne de France mode et création, c'est ton titre officiel. C'est ça. Et en fait, ça regroupe plein de métiers de mode. Du coup, t'es modéliste, t'as créé les patrons. C'est ça. Ça, c'est la veste de son épreuve principale, la plus longue. La plus longue. T'es styliste parce que t'as fait aussi quand même le style, et dans l'épreuve, il y a du stylisme. Avec toute mon équipe. Couturière. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu m'as cité plein de choses avant qu'on commence la On a vidéo. coupé, on a fait tous les réglages, le contrôle qualité. En fait, tous les métiers qui réunissent la confection d'un vêtement. Et vous avez la meilleure de France, juste ici. Je me sens toute petite. Ah. Bon, plus sérieusement, tu sors tout juste des mondiaux, parce que tu as représenté la France. On donnera pas le résultat, parce qu'en fait, elle a été filmée pendant ta préparation, puis la compétition. Il y a 2 épisodes entiers qui te sont destinés, concentrés sur toi, où on te voit entre autres coudre cette veste. Ils sont disponibles gratuitement sur YouTube. La chaîne YouTube pour les voir, c'est WorldSkill, la série. Merci. Merci pour ton anglais bien meilleur que le mien. Et d'ailleurs, il y a d'autres personnes qui ont été filmées dans d'autres corps de métier, puisque les WorldSkills, c'est les compétitions sur tous les métiers. Voilà, ça. C'est Ça ça, va par 5 pôles. Donc de l'alimentation, l'industrie, le végétal, la communication, et puis les métiers du service. Voilà, il y a plein. Donc là, il y a eu 5 métiers qui ont été filmés. En plus de toi, du coup, il y a le tournage. Tournage, production industrielle, maintenance aéronautique, soudage et mode et création. Elle retient beaucoup mieux. Bon, du coup, aujourd'hui, moi j'ai envie de te poser plein de questions. Je crois que c'est les questions qu'ils auront envie de te poser. Okay. On fait le même métier, techniquement parlant, mais en fait on fait pas du tout la même chose. On n'a même pas du tout le même parcours études, parce que la mode on peut la faire de plein de manières différentes. C'est ça. Du coup, on va reprendre à la base. Pourquoi un jour t'as commencé des études de mode? Et bah tout simplement parce que j'ai découvert des merceries comme toute personne qui rentre pour chercher des tissus, et je me suis posé la question comment on peut faire de transformer un tissu à porter le vêtement, et du coup je me suis intéressée au métier qu'il y avait derrière, et d'où mon métier aujourd'hui de couturière. Ce qui est fascinant, c'est que je pense que beaucoup arrivent dans le milieu de la mode parce qu'ils ont envie de dessiner des vêtements, et toi t'as voulu comprendre comment on les construisait. Oui. Et finalement c'est hyper révélateur parce qu'au niveau de tes études, t'as commencé avec un bac pro mode, donc c'est un peu généraliste, tu fais du style et du modélisme, on est d'accord. Ensuite t'as fait un BTS modélisme, parce qu'on différencie, tu fais soit un BTS stylisme, soit un BTS modélisme. Donc là, modélisme c'est la construction de patronage. Donc c'est hyper logique avec ta première ambition. De là, t'es diplômé, tu cherches pas du travail, tu repars en arrière. C'est On ça. est d'accord. Je fais un CAP tailleur. Le CAP, normalement, se fait avant le bac pro. Mais ouais, mais je voulais le faire en alternance. Et je voulais retourner en arrière pour apprendre à la base. Non, je regrette pas du tout. Parce que c'est pas du tout la même chose. Et le fait d'avoir fait de l'alternance, t'as été la moitié du temps en entreprise. Donc t'as appris le métier dans la réalité, entre guillemets. Et t'as quand même fait quelque chose après ce CAP ou pas? Oui, j'ai fait un brevet professionnel, vêtements sur mesure, option tailleur homme, et dans la même entreprise que mon CAP. Donc en fait, t'as fait le début de tes études, tu les as fait en Normandie, et t'es arrivée à Paris pour le parcours professionnel, c'est ça? Alors, je suis passée entre deux dans la région du Nord, Ah Lille, oui. chez toi, ici. T'as commencé en Normandie, c'était quoi le nom de ton lycée? C'était le lycée Jean Mermoz de Vire.
Vire. où j'ai effectué mon bac professionnel. Ensuite, t'es arrivé à Sévigné à Tourcoing C'est ça, pour ton BTS. effectivement. Et après, je suis partie à la chambre syndicale De la culture. en alternance à Paris. Et ce qui est très intéressant, et je vais le dire, quand on fait l'alternance, du coup, c'est pas toi qui payes tes études. Ouais. Elles sont prises en charge, puisque la chambre syndicale, c'est la seule partie privée que t'as fait dans ton parcours. Et dans la mode, c'est assez connu que dans le privé, c'est un peu cher. Je sais, j'ai fait ce mode. Des finances. Et donc toi, t'as pu faire ce parcours-là, parce qu'en plus, t'es passé par l'alternance. C'est ça. Donc c'est hyper cool. Et en fait, à un moment, et je crois que c'était il y a longtemps quand t'étais en BTS, on t'a parlé de cette compétition. Est-ce que tu la connaissais avant? Non, je connaissais pas du tout avant. J'avais vu des reportages, tu vois, à la télé. Mais ça me parlait pas plus que ça. Parce que moi non plus, je connaissais pas avant qu'on m'en parle et qu'on me présente Chloé. En fait, je la connaissais, cette compétition, mais pour d'autres métiers, et je ne savais pas du tout qu'elle existait dans la mode. Et je trouve ça trop cool. Donc du coup, en BTS, on te parle de ça, et toi tu te dis, j'y vais. On me propose, on me dit Chloé, t'as un profil intéressant pour cette compétition. Et sur le moment, j'avais vraiment d'autres projets. Mais bon, j'ai quand même écouté cette personne qui a été mon enseignante de BTS. Et puis bah en fait aujourd'hui j'y suis toujours et j'adore ce projet et c'est génial et on s'éclate, on en apprend tous les jours. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans les 2 épisodes où tu es filmé, vous allez pouvoir voir la fin de cet énorme parcours. En fait, on voit uniquement la compétition finale à échelle mondiale et on voit ta préparation pour cette partie de la compétition. Ouais. Mais en réalité, t'as passé des années à préparer. J'ai passé environ 5 ans. 5 ans 5 ans d'entraînement et on va dire que sur mes 2 dernières années, j'ai mis ma vie un peu, donc ma vie personnelle aussi de côté. Parce que pour moi, pour atteindre un objectif, et je voulais vraiment pas avoir d'éléments perturbateurs, donc j'ai vraiment tout donné pour cette compétition qui est incroyable et je regrette absolument pas parce qu'aujourd'hui ça m'apporte beaucoup. Bah, c'est quand même pas rien d'en être arrivé à un niveau mondial. J'ai du mal à me dire qu'on puisse regretter un jour, même si forcément là t'as consacré beaucoup de temps. On aurait voulu te suivre dans toutes les étapes, mais tu peux quand même nous en parler un petit peu. Parce que en fait, t'es passé par différents niveaux pour monter l'échelle en régional, national et international du coup. Ouais. Et d'ailleurs, je crois que t'avais pas réussi la première fois que t'as fait le régional. Oui, sur mes premières éditions, j'ai pas forcément gagné mes régionales, j'ai pas gagné mon niveau national, mais ça m'a apporté beaucoup d'opportunités pour gagner ensuite par la suite. Ça m'a donné l'opportunité de m'entraîner avec le champion de France pour sa préparation internationale, de comprendre quelles avaient été mes erreurs, de comment les améliorer et de ne pas les refaire. Mais au-delà de ça, j'ai aussi pu apprendre que les situations en situation réelle, on va dire, de compétition, c'est aussi très important à mettre en place pendant les entraînements. Et à l'époque, je ne le faisais pas forcément. Je pense que quand on démarre une préparation, on se rend... Enfin, c'est impossible de savoir. Et moi, ce que je trouve trop cool et qu'il faut retenir et qu'on ne dira jamais assez, c'est qu'un échec, c'est jamais définitif. C'est souvent très très enrichissant. Et la plupart des personnes qui ont réussi, que ça soit toi en compétition, un entrepreneur qui a eu une belle réussite de carrière, en réalité, quand on regarde son parcours, il y a eu des moments où il s'est planté, où il n'a pas réussi. Et c'est juste qu'après, tu as choisi de rebondir, tu as choisi de recommencer, de te réentraîner, de tout remettre à zéro. Ouais. Et ça valait le coup. Ça vaut bien le coup parce que même si tu te dis ok, j'ai pas réussi, je vais prendre un exemple typique pour une couturière, une poche par exemple, j'ai pas réussi ma poche. Exemple type qui va parler à beaucoup de gens, la boutonnière. T'as pas réussi ta boutonnière, tu vas voir dans les commentaires, tout le monde dire oh je comprends. T'as pas réussi ta boutonnière, pardon. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu vas faire pour l'améliorer, pour comprendre quelle était la technique qui sera le plus adaptée à toi. Et ça, c'est le plus important, c'est se comprendre soi-même. C'est vrai. Et de toute manière, il y a qu'en recommençant qu'on progresse. Parce qu'en général, une fois qu'on s'est planté, on a compris assez vite ce qu'on a mal fait. C'est ça. On le refera plus. Donc on teste autre chose et on se rapproche plus souvent de la réussite. Donc du coup, ça valait le coup de recommencer. Et
Donc t'as passé beaucoup de temps et tu disais, t'as mis 2 ans entre parenthèses, qu'en fait pendant 2 ans tu t'es juste préparée à ta compétition mondiale, c'est ça? Pendant environ 2 ans, pendant 1 an, j'ai mis ma vie professionnelle à l'arrêt où j'ai fait que des préparations techniques et mentales pour cette compétition mondiale. Et ça m'a permis d'aller partout en France dans des entreprises qui m'ont accueilli, qui m'ont transmis leur savoir-faire. Que ce soit dans une spécialité floue ou tailleur. J'ai eu des personnes qui ont 30 ans d'expérience, voire beaucoup plus, et j'ai eu que 6 mois pour apprendre leurs 30 ans d'expérience. Donc je peux vous rendre compte qu'il n'y a vraiment pas le temps. Parce que ça paraît super long 2 ans, sauf qu'en réalité, c'est hyper court. C'est hyper court. Et ça passe tellement vite. Et en plus, il y a quelque chose qui est important, moi, que je trouve fascinant, c'est que régional, t'as pu recommencer. National aussi, si j'ai bien compris. National aussi, ouais. Par contre, mondial, tu le fais qu'une fois. Ouais. Ta compétition, maintenant, elle est finie et tu la referas pas. C'est ça qui est... Si tu voulais recommencer cette aventure, tu peux pas. C'est qu'une seule fois. C'est à la fois incroyable, mais à la fois aussi, tu te dis, si je gagne, c'est incroyable. Parce que tu ne vivras qu'une fois dans ta vie. C'est vrai, ça doit être incroyable. Si t'as pas forcément ton objectif, tu te dis qu'est-ce que j'ai loupé, malheureusement... Mais à la fois, tu te dis, mais je vivrai ça qu'une seule fois. Et c'est tellement dingue. Que ce soit au niveau européen ou au niveau mondial, c'est ouf. Il n'y a pas de mots pour décrire cette aventure. Si ce n'est essayer, c'est ça? Ouais, ça effectivement. Bon, d'ailleurs, pour faire cette compétition, du coup, il faut être bon dans la discipline dans laquelle on veut concourir. Et moins de 23 ans, je crois que tu m'as dit. Il faut avoir moins de 23 ans lors de la compétition mondiale. Il y a quelques exceptions pour des métiers plus de l'industrie, mais globalement, c'est moins de 23 ans en tant que compétiteur. Après, en tant qu'expert, jury ou bénévole, il n'y a vraiment pas de limite d'âge. Ne tardez pas, si vous voulez essayer. Non, d'ailleurs, vous pouvez voir un petit peu toutes les compétitions qui ont été filmées par WorldSkills, la série. Comme ça, vous pouvez vous faire une image. Et en plus, là, en 2024, il y aura certaines épreuves, je crois pas toutes, qui sont faites en France. En 2024, à Lyon, en septembre, on accueille la compétition mondiale avec des nouveaux métiers, plus les métiers qu'on accueille déjà. Okay. Donc ça va être vraiment quelque chose d'incroyable. Ça va être un moment de partage de savoir-faire et de découvrir une nouvelle culture. Et puis pourquoi pas vous allez aussi apprendre des techniques aussi. Parce que chaque pays a des techniques différentes pour exécuter son métier. Donc c'est vraiment un enrichissement et une richesse personnelle qui est incroyable. Et du coup, maintenant que tu l'as fait, est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vision de ce que tu voulais faire dans la mode après? Ou est-ce que ça a changé quelque chose dans ta manière de travailler aujourd'hui? Parce que finalement, quand tu as commencé tes études, tu te destinais pas forcément à faire de la compétition, je pense. Et maintenant, tu es passé par pas mal d'années de compétition, en plus d'avoir appris ton métier. Est-ce que tu dirais que ça a changé quelque chose? Je dirais que ça m'a apporté, et ça m'apporte encore au quotidien. Je cherche tout le temps à aller chercher l'excellence. Et je cherche tout le temps à aller chercher plus de connaissances, un enrichissement, tu vois. Et c'est ça qui est vraiment incroyable. Du coup, ça m'a apporté cette culture, cette richesse de tout le temps apprendre. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu travailles dans la haute couture. Ouais, je pense aussi. Vraiment, sortir de ma zone de confort, pour moi, tu vois, cette compétition, elle m'a apporté ça. J'aime pas être dans le confort. Je déteste ça. Je comprends. Bon, la compétition, en vrai. Moi, j'ai plein de questions à te poser là-dessus. Parce que là, on a parlé un petit peu de ton parcours mode et du fait qu'aujourd'hui, tu travailles dans le milieu de la mode. C'est plutôt cohérent quand on fait des études de mode. Mais là, t'as mis ta vie entre parenthèses pour faire cette compétition. Compétition que moi, je ne connaissais pas du tout. Que je découvre avec toi, qui est absolument incroyable. Je n'aurais jamais pu la faire. Vraiment. Parce qu'il y a quelque chose qui me fascine, c'est que quand tu t'es entraînée, tu connaissais déjà un petit peu les épreuves et voir que tu nous les présentes, ces épreuves. Et du coup, tu as répété sans arrêt pour réussir ces épreuves et tu as fait sans arrêt les mêmes actions pour y arriver. Et c'est pour ça que ça t'a pris plusieurs années. Et du coup,
Pour la compétition, au niveau régional, national et mondial, est-ce que c'était les mêmes types d'épreuves ou pas? Au niveau régional et mondial, il peut y avoir des différences d'épreuves. On va avoir moins de modules en moins de temps. Ouais. Et plus on avance dans la compétition, on va avoir beaucoup plus de modules, plus techniques, avec beaucoup plus de demandes et de contraintes et un temps qui va être plus important mais très petit par rapport à la demande. Mais typiquement, j'avoue, j'ai envie qu'on parle en premier de cette épreuve-là parce que moi je suis admirative. Donc en fait, cette épreuve-là, Qui est l'épreuve on la voit dans la série vidéo, on te voit pas mal quand même travailler sur ça, aussi bien en répétition sur l'épisode 1 que la réaliser. En plus, c'est vraiment celle-là que t'as réalisée. Elle a voyagé. Hein. Donc en fait, t'as eu 12 heures pour faire le patron et monter, donc pas de toile. Après, tu connaissais déjà un peu ton modèle, parce que tu savais avant d'arriver sur le lieu de la compétition, tu savais déjà que t'aurais ce type de veste, mais tu connaissais pas encore les finitions, c'est ça? En fait, quand on fait ce module-là, on a juste un thème avec des contraintes, donc col châle ou col tailleur, ou poche plaquée ou poche passe-poilée, fente superposée ou fente bord à bord. Après, la création du modèle, c'est chaque pays qui fait ce qu'il veut. Donc pour ma part, moi j'ai fait ce modèle-là, mais un autre pays a fait un autre modèle, mais par contre, il devait y avoir les contraintes dedans, et il devait s'adapter au tirage au sort du matin. C'est ça qui est hyper compliqué, et puis en plus de ça, des fois on vous impose aussi les longueurs de manches, les longueurs de veste, si la manche doit être longue ou courte. T'as eu ces contraintes-là? Oui, là j'avais une contrainte de longueur de veste et de longueur d'une manche longue. Ok. Et puis après, voilà, tu dois savoir t'adapter pour chaque situation. Et t'as fait tout ça en 12 heures? Et ouais, et sur c'est 2 jours? Sur 2 jours, c'est parti. Et t'as que 12 heures pour faire autant de contraintes et de demandes. Parce que ce qui était difficile du coup, enfin moi ce qui m'impressionne dans ton épreuve, c'est que déjà faire des patrons, même si tu les as répétés, t'as dû les faire ce jour-là, sous l'effet du stress, avec toute la concurrence autour, avec j'imagine tes coachs qui devaient te regarder, ça devait te mettre un peu la pression. Est-ce qu'ils restent là pendant toute la compétition, ils te regardent pendant toutes les heures de compétition? Ouais, puis en plus de ça, donc vous pouvez avoir vos coachs qui sont présents, mais il y a aussi le public Je les sous-estime. qui est présent lors de cette compétition. C'est un moteur et ça doit être aussi un peu stressant. Ça peut être pour des personnes à la fois un moteur, mais à la fois aussi ça peut être une pression pour d'autres compétiteurs. Et du coup, t'as fait tes patrons, t'as monté tout le modèle avec des finitions honnêtement de haute couture assez impressionnantes et tu l'as fini à temps? Je l'ai fini dans les temps. Bon ok, on le sait dans la série, mais j'en dirai pas plus. Mais ça, c'était ton épreuve la plus longue, mais t'as eu 3 autres épreuves. Il y en a 2 qui sont filmées dans la série, il y en a 2 qu'on n'a pas vues. C'est ça. Alors, vas-y, raconte tout. Alors, on a un premier module donc, sur la première journée qui est un module de patronage. Donc, on a une photo d'une jupe et il faut faire toute la transformation. Donc, au début, il faut bien se rendre compte qu'on a juste une feuille de papier blanc. Il faut créer ta base de jupe. T'avais même pas ta base dessus, c'était du papier blanc, tu partais de zéro. Tu pars du papier blanc, tu crées ta base en fonction des mesures qu'on t'impose. Tu crées ta transformation. Et ensuite, tu viens placer sur le tissu. Et donc, pour tout ça, t'as 3h30. C'est hyper court. Je tiens à le dire, c'est super court. Et donc ça, c'est le premier module le matin du premier jour. L'après-midi, tu enchaînes sur une épreuve qui est moulage. Donc là, tu pars d'une photo d'une robe ou d'un autre modèle, tu as que le devant. Et ensuite, tu dois créer donc tout ton devant en tissu, en moulage, sur le mannequin, et ensuite tu fais le dos, donc tu fais la création du dos, et ça doit être en 1h30. Il faut qu'on explique ce que c'est le moulage. Ça, moi, cette épreuve, elle m'impressionne. Parce que le moulage, c'est une technique de modélisme. Nous, en France, on en a 2. La coupe à plat, celle que vous voyez beaucoup chez Petit Patron, on travaille sur le papier, c'est l'épreuve que tu as fait le matin. C'est ça. Le moulage, on prend des morceaux de tissu et on vient travailler sur le mannequin et créer le volume sur le mannequin. On a nos lignes de travail, on les dessine sur notre tissu pour nous mettre d'aplomb. Donc les lignes, vous les voyez là avec les bolducs. Mais c'est
moi je trouve que c'est technique le moulage. Ça paraît simple visuellement, mais pour obtenir un beau résultat, il faut vraiment avoir travaillé son doigté en fait. C'est comme ça. Moi je sais que dans ma formation, le moulage on l'apprend tardivement. Ils veulent qu'on comprenne les proportions avant de commencer à faire du moulage. Et là, j'imagine que ça devait être nickel ton moulage, parce qu'on peut faire un truc où on met des épingles un peu en vrac et on fait un petit tracé. Là, j'imagine qu'il devait être tout propre, tout rabattu. Où ça se joue. Pour le coup, les points, il faut que tes épingles soient très bien, tes lignes soient clean, ta toile soit clean. Il faut que ce soit un vêtement clean. Et faut que tu aies de la créativité, parce que une fois que tu as fait ton devant, faut que le dos, tu te dises allez, je suis inspirée, il me reste 5 minutes. Non, faut vraiment que ça soit parfait. Et t'as que 1h30, donc en fait, en 1h30, t'as pas de temps à perdre et tu dois envoyer quoi. T'as aimé cette épreuve? Ouais, j'ai vraiment adoré. Ouais, donc en fait, t'aimes bien être sous pression, t'aimes bien qu'il y ait peu de temps, faut pas trop réfléchir, c'est ça? Si, quand même, il faut réfléchir. il faut être très carré parce que en 1h30, il faut savoir que chaque minute est comptée et que chaque minute, tu sais ce que tu dois faire. T'as déjà... En fait, c'est comme pendant tes années de préparation, tu t'es entraîné et tu connais parfaitement le timing dans lequel tu dois être, c'est ça? Ça m'impressionne vraiment beaucoup. Ouais. Moi, j'ai jamais travaillé avec cette contrainte de temps. Nous, si on n'est pas prêt sur nos patrons, on décale la sortie, tu vois. D'accord. Bah là, worst case, tu pourras pas décaler ta... Non, mais c'est pour ça que je pense que t'es meilleure. C'est bien pour toi, c'est pas fait pour moi. C'est pas encore dans le règlement encore. De toute façon, j'ai plus tout à fait l'âge pour la faire. Soyons clairs. J'ai dépassé d'une petite dizaine d'années. Et du coup, on a parlé de 3 épreuves. Là, tu viens de parler de 2 épreuves qui n'ont pas été filmées dans la série. C'est ça. Mais il y en a une qu'on voit, qui moi aussi m'impressionne. C'est la dernière... Enfin, c'était la dernière épreuve en C'était mon dernier jour de compétition. Donc on a la première journée où on fait du patronage, du moulage. La deuxième journée et la troisième journée, on fait la création d'une pièce créative. Et la dernière journée, on fait une création donc en dessin. Ça dure également 1 heure. C'est court. 1h30. Ça reste très court. C'est super court. Et donc on part d'un tissu qu'on ne connaît pas, qu'on découvre le matin. Et à partir de ce tissu-là, on a eu un tirage au sort d'un grade de qualité et d'un thème. Donc par exemple, on peut avoir un grade de qualité qui va être haute couture et il faut faire une tenue de soirée. Ou on part d'un grade de qualité qui est prêt à porter, il faut qu'on fasse une tenue de business. Et toi, t'as eu quoi? Et donc moi, je suis tombée sur tenue de fête. Ah, je comprends mieux parce qu'on te voit dessiner dans la série, donc on te voit dans le 2e épisode, c'est cohérent, mais du coup... Et on doit faire un nombre de modèles en fonction du grade de qualité. Ah. Donc par exemple, moi j'avais 4 modèles à faire en 1h30. C'est hyper court. Avec un tissu qui était imposé. Il t'a plu le tissu? À ce moment-là, tu te poses pas la question. Tu t'adaptes. Et maintenant? Maintenant, il me va très bien. Ça va. Donc ça, c'était ta dernière épreuve. Et après, l'aventure de mondiaux, c'était fini. Ouais. Et pardon, on attend les résultats, mais... T'es sur ta dernière épreuve et tu sais qu'il te reste 5 minutes. Il t'annonce 5 minutes. Tu vois bien le panneau. Donc t'es encore vraiment sous cette adrénaline. Et il y a le coup de sifflet. Et là, vraiment, c'est quelque chose... En tant que compétiteur qui a vécu ce moment-là, t'as un blanc, un soulagement mais incroyable et souvent t'as vraiment un public qui est là et je peux pas décrire cette émotion mais t'as les larmes aux yeux et tu prends ton expert dans les bras parce que vraiment c'était ouf. J'imagine qu'en plus il y a un sentiment de tout est joué et à la fois c'est fini. Parce que du coup, toi, c'est à ce moment-là, c'était presque, puisqu'on va expliquer pourquoi il y a un presque, 5 ans de fini, terminé, tu venais de finir ta boucle de 5 ans, tu recommencerais pas. Enfin, tu la recommences un petit peu pour une autre raison. 5 ans de travail et tu te dis que 5 ans, ça se joue sur 4 jours de compétition. Ça peut paraître assez énorme aux yeux du public, mais en fait, c'est vraiment 5 ans et tu fais des rencontres de ouf, des personnes qui t'aident au quotidien, qui te transmettent leur savoir et ça leur fait hyper plaisir et ça se finit sur 4 jours de compétition et c'est vrai que
C'est incroyable, ça fait... Après, ça me fait toujours plaisir. Bah, quand je vois les images, je me dis waouh, on a vraiment fait quelque chose d'incroyable. Ça doit être trop chouette. C'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est vrai. Et ça doit être trop chouette d'avoir été filmé, de te dire que tu gardes des images de ça. Ouais. T'as pu le montrer à tout le monde. Ça reste un souvenir qui restera gravé dans ma mémoire. Moi, honnêtement, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder les 2 épisodes. Si ce n'est que j'étais frustrée, parce que les épisodes sont très courts. C'est des épisodes de moins de 10 minutes. Donc en fait, comme ils ont suivi plusieurs compétiteurs, vous avez des épisodes dédiés à chacun. Et donc toi, le premier épisode, c'est sur ta préparation. Donc on te voit d'ailleurs un peu partout en France, j'ai l'impression, puisque tu t'es entraîné avec différentes personnes un peu partout. Et on voit aussi à différents moments, ça qui est hyper intéressant, puisque on entend, je sais pas si c'est des profs ou des coachs, ou comment tu les appelles, mais ils parlent de ta progression. Ouais. C'est vrai qu'on les entend parler de mon évolution. Et c'est vrai que tu voyages un peu partout en France pour acquérir plusieurs compétences. Parce que la mode des créations, comme je l'ai dit, ça réunit plusieurs métiers. Et donc une personne, c'est très difficile qu'elle ait toutes ces compétences-là. Donc plus t'as de personnes, plus t'as de compétences. Et plus t'arrives à en acquérir. Et donc ça, c'est incroyable. Et puis au-delà de ça, du coup, ça m'a permis de voyager un petit peu partout. De faire des préparations physiques et mentales. Ça, c'est impressionnant de découvrir qu'en fait, ils vous ont réunis tous les compétiteurs, du coup, mondiaux, peut-être avant, je sais pas. Mais à un moment, on voit que vous êtes... on voit que tu discutes avec une autre compétitrice d'une discipline complètement différente. En fait, vous avez aussi eu des préparations qui sont pas du tout techniques à votre discipline, mais vraiment pour affronter, entre guillemets, et gérer la compétition, c'est ça? Ouais. Alors en fait, il faut bien vous rendre compte qu'on est une équipe de France où on n'est pas du tout adversaire. Oui. Toute situation qu'on va vivre, chacun et chacune, elles vont être hyper enrichissantes à partager avec les autres coéquipiers. Et donc, les préparations physiques et mentales, il y en a, on va être dans des situations où on va nous mettre à faire du sport. Ça peut paraître un peu gros, pourquoi faire du sport alors que vous faites une compétition des métiers? Et à travers l'outil du sport, on va rencontrer des situations qu'on va vivre en compétition. Et donc c'est hyper enrichissant de se dire là je suis vraiment dans le stress, on va être dans le mode speed, et puis il va falloir que tu ailles tirer à la carabine. Et faut que tu sois hyper précis. Parce que ça te coûte 2 points. Et 2 points, c'est peut-être ton titre de champion du monde. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Et moi par exemple, je peux bien le vivre ou mal le vivre. Et la personne à côté de moi, elle est peut-être hyper précise. Parce que dans son métier, on lui demande d'être hyper précise. Ou dans un autre métier, on va lui demander d'être hyper compétent en anglais. Et un autre métier, si t'as un peu plus de mal, ça va moins te causer en points. Et en fait, dans ces préparations physiques et mentales, qu'elles soient régionales ou nationales, pour les compétitions mondiales, ça nous apporte une connaissance personnelle de soi qui est juste fabuleuse. Et ça fait une cohésion mais incroyable. On aurait voulu en voir encore plus. Mais ça, tu vas le voir dans les vidéos à venir. Parce que du coup, après ça, dans le 2e épisode, on te voit... Là, c'est vraiment centré sur ta compétition. T'es arrivé à Helsinki. Là, moi, j'aurais honnêtement voulu voir chaque minute. J'aurais voulu vivre, mais on a envie de vivre toutes les épreuves avec toi et aussi d'avoir un peu toutes les coulisses, parce que c'est vrai qu'on te voit travailler, on voit que c'est dans une énorme salle, ça a l'air assez bruyant. Et comment t'as fait finalement pour rester hyper focus sur ton épreuve? Est-ce que de base t'es quelqu'un qui te laisse envahir par le stress, ou t'as appris, comme t'as bien appris parce que t'as bien pris le temps de faire ta préparation, surtout que t'as eu le temps de vraiment longuement de te préparer? C'est vrai qu'on l'a basé, mais en fait t'aurais dû le faire plus tôt. Ta compétition, elle a été annulée à cause du Covid. Le Covid, malheureusement. Ça devait être fait à Shanghai, c'était pas tout à fait la bonne destination. Donc du coup t'as eu un peu plus de temps, mais c'est pas forcément mieux, parce que ça laisse aussi encore plus de temps peut-être au stress. Comment tu l'as vécu quand t'étais là-bas? Est-ce que tu t'es sentie toute seule? Est-ce que tu t'es sentie hyper bien accompagnée? Est-ce que t'as stressé? Moi j'ai stressé, j'ai arrêté de respirer pendant que je regardais. Donc... J'espère que t'as stressé pour moi. Ah, j'ai hyper stressé. Non, pendant ma compétition à Helsinki, je sais que j'étais présente à chaque moment de ma compétition.
et je me suis pas laissée envahir par les moments d'émotion parce que j'étais prête pour ça. On a Ouais. préparé, la préparation mentale, elle nous aide à affronter ces compétitions. Les stress que j'ai eu, c'était pour une adrénaline, pour m'envoyer, et j'adore ça. Donc non, j'ai pas vécu le stress. Par contre, les personnes qui étaient présentes, qui m'ont aidée pendant cette compétition, eux ont vécu le stress et les émotions. Ok, ça me rassure, quand on te regarde, on stresse pour toi. Après, il vaut mieux que ce soit nous qui stressions. Mais après, c'est vrai que au moment où tu commences ta compétition, quand tu sors de l'avion et au moment où tu arrives à l'aéroport à Paris, tu passes par des émotions qui sont formidables, très positives comme très négatives, des larmes ou pas des larmes. Et le vivre en équipe, pour moi, ça a été super, super quoi, parce que... En fait, t'étais toute seule à faire la compétition, mais t'as toujours été entourée du premier au dernier jour, si j'ai bien compris. Ouais. Ça, c'est chouette. En fait, il faut bien comprendre que t'as ton équipe métier, donc avec on va dire un coach, un jury qui va être ton jury à l'international, mais il n'a pas le droit de te noter toi, il note tous les autres pays. On avait aussi un directeur de jury qui était présent, on avait les coachs des autres métiers qui étaient présents, les autres compétiteurs. Et donc, pendant que toi t'es en compétition, eux aussi sont en compétition. Et le soir, quand tu rentres à l'hôtel, t'es avec eux, tu vis un moment d'équipe. Et c'est là où c'est hyper important d'être hyper soudé, parce que y en a un qui peut vivre mal sa compétition, d'autres super bien. Et le positif de l'un peut aider à remonter, parce que la compétition elle se joue sur 4 jours, et ça faut bien comprendre. C'est trop court. C'est trop court. C'est comme un bac quoi. T'as quelques heures pour jouer un truc que t'as préparé longtemps, donc ouais, c'est... Puis tu vas peut-être gagner des points aujourd'hui, et demain je vais en gagner, ou pas, tu vois. Ouais. Est-ce qu'il y a eu une épreuve qui t'a le plus surprise sur les 4 ? Peut-être où tu t'attendais pas à être aussi à l'aise le jour J. Parce que j'imagine que t'avais des épreuves préférées, etc. Ouais. Est-ce que t'as eu finalement, tu t'es surprise le jour ? Parce qu'il y a quelque chose que tu m'as dit que je trouve génial, c'est que cette veste c'est ta meilleure. Oui. Celle que t'as sortie pendant la compétition, alors que tu l'as faite 1000 fois finalement, enfin pas 1000, mais tu l'as fait beaucoup de fois. Tu l'as révisée dans plein de contextes où t'étais peut-être plus zen, où l'enjeu était moins énorme, et finalement c'est sous l'effet de l'adrénaline que tu nous as sorti la plus belle. Ouais. Heureusement, je dis. oui, clairement. C'est là qu'on peut dire que t'es faite pour la compétition. Parce que la compétition te révèle plutôt que t'écrases. Moi, elle a tendance à me clouer au sol et je bouge plus, donc ça sert à rien. Ouais, je dirais que l'épreuve où je me suis le plus étonnée, c'était ma première épreuve du premier jour. Donc la jupe. J'ai été en avance, mais j'ai jamais été en avance pendant mes entraînements. Mais quand je dis j'ai jamais été en avance, j'étais en avance de 30 minutes, facile. Ah oui. Et j'ai eu le temps de vérifier 3 fois. Et je me suis dit, mais il y a un problème, t'es vraiment en avance. Et il y en avait un ? Non, il n'y avait pas de problème. Waouh, félicitations. Mais vraiment, tu te retrouves dans des situations où tu te dis, mais est-ce qu'il y a un problème ? Parce que on peut pas s'empêcher de se dire que c'est pas bon signe d'être en avance. Et il n'y avait pas du tout, il n'y avait pas de problème. Ça allait. C'est juste que... ça se déroulait comme il le fallait. C'est beau. Bon, il y a un truc, c'est qu'on l'a dit, en fait, tu pouvais... tu as participé aux mondiaux une fois et c'est tout. Je vais faire un rapprochement qui va en faire rire, c'est un peu comme Miss France. Tu peux faire plusieurs fois les régionales, mais si tu fais la compétition nationale, tu pourras plus la refaire. C'est ça. T'es ravie pour la comparaison, je suis sûre. Mais ça parle à tout le monde. Ça parle. Mais la semaine prochaine, tu retournes en compétition. Ouais. Ça me fascine, il faut que tu nous l'expliques. Ouais. Parce que là, on a parlé des World Skills, donc c'est la compétition des métiers, j'ai envie de dire classiques, si c'est le terme le plus adapté. Et là, tu t'apprêtes à refaire la même compétition, mais sous un statut un tout petit peu différent. C'est ça. C'est la compétition Abilambix. Ça signifie la compétition des métiers pour les personnes en situation de handicap. Donc ça va être... Et son cas, mais ça ne se voit pas. Qui est la plupart des handicaps. Exactement. Parce qu'au final, le handicap en France, on n'en parle pas assez. Et c'est un peu un tabou parce qu'on est un peu gêné face aux situations de comment il va réagir, comment on peut en parler. Et c'est vrai que pour ma part, je suis dyslexique et ça m'handicape dans certains domaines.
qui est la plupart des personnes, parce qu'au final, on en a beaucoup. Mm. Dans mon domaine, ça m'handicape un petit peu, mais pas tant que ça. Et puis, je m'adapte, tu vois, tu trouves des solutions pour t'en sortir. Parce que depuis tout petit, en fait, t'es obligé de t'en sortir. T'as appris à vivre avec aussi. Voilà, donc voilà, et je suis super fière parce que du coup, je vais être la première personne qui fait les WorldSkills et les ABX. Et j'espère que ça va faire changer un peu les mentalités et que ça va ouvrir l'esprit pour les futurs avenirs. Les futurs Ouais. Moi je trouve ça, enfin c'est génial parce que ça veut dire que tu te remets dans un esprit de compétition. Ça doit pas être facile parce que ça doit être hyper fatigant. C'est globalement un peu les mêmes épreuves. Les temps, tu m'expliquais, les temps sont un peu différents et il y a des différences, mais par contre là c'est les mondiaux que tu t'apprêtes à faire. Donc tu repars sur ça, tu reviens avec la meilleure place, ok? Je reviens avec ce qu'on peut faire de mieux. Et en tout cas, t'inquiète pas que je vais tout donner sur la compétition. J'ai aucun doute que il ne tu faut donneras. jamais déclarer les médailles avant. C'est vrai? Non, Ah. jamais. Mais moi je crois en toi, honnêtement. T'as vu la veste? Oui, mais chaque compétition est très différente. Et puis, il suffit pas d'être bon avant ni après, il faut être bon le jour J. Ça, T'as raison. c'est ça qui va être la différence entre chaque compétition. Donc ça va aller. Mais moi, je suis juste impressionnée parce que je savais pas avant que t'arrives. Et tout à l'heure, on discutait avant de commencer la vidéo. Et hyper naturellement, tu me dis, je retourne en compétition la semaine prochaine. Et je me dis, elle vient ici, elle vient de Paris, dans la région lilloise, un dimanche, pour qu'on tourne cette vidéo, pour parler de ton parcours, pour parler de cette série de vidéos qui a été faite sur ton parcours, pour parler des métiers de la mode. Et la semaine prochaine, tu repars en compétition. Moi, je vais me sentir petite demain, hein, quand je vais juste aller au travail, clairement. On te souhaite quand même le meilleur pour cette compétition. Oui, merci beaucoup. Et moi, je dis à tout le monde de tenter leur chance, que ce soit dans la compétition des métiers ou dans votre projet professionnel. Donnez-vous les moyens, kiffez et éclatez-vous et vous mettez aucune limite. Parce que, en fait, la seule limite, c'est soi-même. C'est soi-même. Ça, c'est le... Moi, je vais le dire sur la partie entrepreneuriat. C'est toi-même. Mais enfin, il y a plein de gens qui me disent mais t'as eu de la chance. Non, faut y aller. Et je pense que l'une des choses qu'on fait le mieux en tant qu'être humain, c'est dire j'aimerais, je veux, mais ne pas passer à l'action. On est notre premier frein. Mais de toute façon, je le dis souvent moi dans les vidéos et ils le savent. Qu'est-ce que t'as à perdre à essayer? Et moi, c'était pendant mes études de mode en 3e année, on a eu un nouveau prof de style qui déboulait de nulle part, qui n'était pas du tout, qui n'avait jamais enseigné, qui n'avait même pas fait S-Mode, donc il connaissait pas notre, tu sais, la méthode, etc. Et il nous voyait tous stressés. On était tous tout tendus au début de l'année, déstabilisés de changer de prof, etc. Et un jour, il a posé ses mains sur mes épaules, il m'a dit « Mais Margot, vous croyez vraiment que vous allez changer le monde avec un bout de tissu ? Bon bah maintenant on se détend et on essaye. » Et vraiment il a révolutionné ma vie ce jour-là parce que je me suis rendu compte que il fallait essayer pour espérer réussir. Et je le dis aussi hyper souvent, c'est petit risque, petit résultat, grand risque, grand résultat. Donc faut se lancer. De toute façon c'était un peu notre objectif commun aujourd'hui dans la vidéo, c'était de dire allez-y. C'est vraiment la définition de prendre des risques. Mais on me l'a appris, petit risque et grand risque, on me l'a appris quand j'ai travaillé en start-up. Parce que moi je trouvais ça fascinant de voir, c'était des jeunes qui se lançaient et ils allaient chercher des financements énormes et j'étais là mais comment vous faites? Votre projet c'est une idée sur un bout de papier et vous allez faire des discours devant des gars qui sont prêts à mettre des centaines de milliers d'euros dans vos projets. Et en fait il y avait un de mes supérieurs qui m'a dit mais en fait c'est simple, la vie n'est que le résultat des risques que tu prends et un risque n'est pas forcément négatif. Et on a en France un esprit très... le risque c'est forcément mal. Alors qu'en fait, si tu prends des risques, tu peux ne pas réussir, mais t'as tellement à gagner à réussir que au pire, quoi ? Au pire, t'as pas réussi, mais c'est très rare que ta situation elle soit pire qu'à ton top départ. Et du coup, il m'a appris cette phrase, il m'a appris quelques phrases comme ça qui sont restées. Et vraiment, je la sors sans arrêt aux filles au bureau. C'est petit risque, petit résultat, grand risque, grand résultat. Puis en fait, derrière ces phrases, ça te permet aussi de te rassurer mentalement toi-même, en fait. Moi, de tenter l'objectif. Hein. Mais c'est toujours hyper stressant de se lancer dans quelque chose. Mais moi j'ai souvent besoin à des moments, et pareil je le dis souvent aux filles, mais est-ce que t'as peur ou est-ce que tu penses que c'est au-dessus
tes capacités, et souvent les gens disent juste qu'ils ont peur, et des fois c'est bien de juste se dire ok, si j'ai envie de faire cette compétition comme toi, quand j'avais ton âge, j'aurais adoré qu'on m'en parle, parce que je pense que je m'y serais lancée. Aujourd'hui, j'en ai plus la force, j'ai vieilli, mais j'aurais vraiment adoré, et dans ce moment-là, et c'est hyper important de se dire mais de toute façon je risque quoi? De perdre peut-être un peu de temps. Mais est-ce que c'est du temps perdu quand t'as progressé, t'as appris, t'as rencontré des gens, mais du coup, oui, il faut se lancer. Avant 23 ans, du coup. Du coup, plutôt mais 20 même ans. après, hein, il y a de la place pour tout le monde. En tant que coach, en tant que bénévole, en tant que jury, on a besoin de vous tous. En tant que public. Ouais, tout le monde. Et même le public, en réalité, c'est hyper important parce que vous apportez aussi aux jeunes la pression et savoir comment la gérer, cette pression. Puis les encouragements aussi, je pense qu'il doit y avoir un moment de... La famille, les amis, ça c'est hyper important. Faut pas Ulysse. Ouais, les mannequins, tout le monde. Bon, du coup, on a parlé compétition. Parlons de l'après. De l'après, c'est hyper important. Ouais. Ça fait combien de temps là, du coup, que t'as fini tes mondiaux? Les premiers? Mes premiers mondiaux, du coup, je les ai terminés en octobre. Donc là, au moment où on tourne la vidéo, on est en mars 2023, donc ça fait quelques mois. Alors, est-ce que t'en as fini avec les études? Ouais, j'ai terminé mes études lors de mes sélections nationales. Ah oui, et après t'as mis 2 ans entre parenthèses, t'as pas travaillé à ce moment-là, tu t'es consacré à la compétition, donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, je travaille pour une maison de haute couture, en tant que couturière. C'est plutôt cool. Ouais. En fait, ce qui a été pour moi hyper intéressant, c'est quand tu finis cette compétition, t'as tout le temps un moment de qu'est-ce que je fais? Ça fait des années que tu te prépares à cette compétition, tu te dis comment je fais pour aller chercher l'excellence et comment le mettre au service de demain, de la vie professionnelle. Et pour moi, ça a été un peu au début un moment où il faut que je prépare ça en fait. Et du coup, j'ai eu l'occasion d'intégrer une maison de haute couture pendant ma préparation internationale et je l'ai saisie. Et en fait, aujourd'hui, je suis super contente parce que c'est la suite logique, c'est la suite de l'excellence. C'est encore perfectionner ses techniques parce que même si tu fais une préparation internationale, tu fais les championnats du monde, t'es champion du monde ou tu ne l'es pas, il faut quand même continuer. On sait pas tout et il faut continuer en fait à apprendre. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de métiers où un jour tu sais tout. Mais en tout cas, nous on peut parler des métiers de la mode, en tout cas du modélisme, et c'est ce qu'on se dit très souvent avec Noémie et Laurie. Tu apprends tous les jours. Nous on est toujours impressionnés à chaque fois qu'on fait un nouveau modèle, que ce soit le patron, la couture, à la fin on se dit que nous-mêmes on a appris quelque chose. Alors c'est quand même hyper amusant quand tu sais que nous, chez Petit Patron, notre métier c'est d'apprendre aux gens à coudre, et nous on apprend nous-mêmes. Mais on fait un métier qui a besoin de beaucoup d'années, parce que tu dois apprendre un peu la gestuelle, tu dois apprendre à avoir un œil. Plus tu vas avancer dans le temps, et plus tu vas voir qu'en 15 secondes, tu vas trouver le problème. Il y a un moment justement dans la série, on te voit où ton coach te dit qu'il y a un peu un problème sur le dos de ta veste, je crois. Et moi ça m'amuse parce que il y a toujours ce décalage entre ceux qui ont de l'expérience et qui instantanément voient le problème. Nous au bureau c'est Noémie. Tu vois, quand on essaye en 3 secondes, elle a déjà sa tête de j'ai trouvé le problème, je sais comment le réparer. Et elle attend que nous on le trouve. Ah. Et donc forcément, même si aujourd'hui t'as un super niveau, que t'as appris beaucoup avec la compétition, tu dirais que ça t'a vraiment permis de... Tu gagnes beaucoup d'expérience professionnelle. Comme je te disais, tu vois, tu rencontres des personnes qui ont 30 ans d'années d'expérience et toi t'as un an, 2 ans pour apprendre cette expérience. Donc en si petit temps, c'est hyper enrichissant et du coup tu gagnes beaucoup. Je pense en globalité, tu dois gagner 5 ans d'expérience. Je pense que ça me surprendrait pas du tout. Tellement que tu es obligé de prendre des décisions. Et puis en fait, au-delà du savoir-faire, humainement, tu apprends. Tu dois prendre des décisions. Tu dois te dire est-ce que demain, si je fais cette tournée-là ou je fais le choix de faire une fente de cette manière-là, ça va me rapporter plus de points. Et je pense que ça t'a appris quelque chose qui est... peut-être que tu seras pas d'accord avec moi. Dans la mode, il y a une notion d'ego qui est énorme parce que même quand tu fais que du modélisme,
c'est de la créativité. T'as mis ton cœur, t'as mis tes sentiments dans la création. Et je pense que toi, la compétition, elle t'a appris plus vite que beaucoup de personnes que ce que tu faisais pouvait être remis en question sans arrêt. Qu'il y a forcément un autre regard et que c'est pas parfait. Parce que moi, je l'ai vu quand je suis arrivée au tout début, après l'école. J'ai été très surprise de découvrir à quel point ce que je faisais, c'était pas suffisant. C'était pas assez, qu'on pouvait s'améliorer. Et je crois que ça, tu l'as appris beaucoup plus vite que la plupart. Ouais, parce que je pense que t'as souvent été jugée. Ouais, c'est vrai que dans notre métier, tu peux être un peu jugée sur la manière dont tu travailles. Et je me souviens, au tout début, c'était hyper difficile pour moi quand j'étais en bac professionnel, tu vois. Je faisais une pièce d'études et je mettais tellement d'amour dans mon produit, tu sais, je mettais tellement de temps, mais que ce soit, tu vois, dans notre métier ou dans un autre métier qu'est manuel, tu prends tellement de plaisir et tu prends du temps, et puis en fait, tu vas le montrer à la personne qui est plus technique que toi, et puis elle dit, bah là, ça va pas, là, faut c'est dur au début, en ça. fait, ce retour, au début, il fait un peu mal, et tu te dis, mais est-ce que je le prends pour moi, et comment je réagis à ça, ouais. Ou est-ce que je le prends pas mal, et en fait, bah c'est pas grave, j'adapte, en fait, mais c'est dur mettre quand on moins est jeune, d'amour ça. et kiffer le truc pour accéder à l'excellence, c'est vraiment une perception qui est hyper difficile, et gérer aussi ses émotions, en fait. Je pense que ça t'a fait Ouais, gagner du temps. Ça m'a permis énormément de m'améliorer au quotidien. Du coup, toi, t'as commencé les métiers de la mode hyper tôt. Beaucoup plus tôt que moi d'ailleurs. Puisque moi, j'ai fait de la mode en études supérieures. J'ai un bac général. Ok, ouais. Et toi, t'as commencé en bac pro, Ouais. donc dès l'équivalent de la seconde ou de la première. Ouais, l'équivalent de la seconde à la sortie de la troisième. Et on peut commencer encore plus tôt, au CAP. Ouais. Il existe un CAP. Et ce qui est hyper intéressant dans les métiers de la mode, c'est qu'on peut commencer très tôt, mais on n'est pas obligé. Vous pouvez commencer au niveau CAP, au niveau bac pro, au niveau BTS, au niveau supérieur, parce qu'il existe des cursus publics et privés qui vous accompagnent, qui vous envoient en fait dans différents métiers. Il existe la possibilité de faire que du stylisme, que du modélisme. Toi, t'as fait que du modélisme. Ouais. Moi, j'ai fait une double formation. Il y en a qui font que du stylisme. Et hyper intéressant, toi, t'as commencé par un bac pro en BTS, t'es revenu en arrière parce que tu voulais faire de l'alternance. Mm. Et du coup, c'est au moment où t'as fait de l'alternance que t'as appris très différemment ton métier. Est-ce que tu penses que c'est ça qui t'a vraiment poussé vers l'excellence pour faire la compétition ou pas ? Ouais, je pense que j'avais besoin de ça aussi. J'avais besoin qu'on me recadre, qu'on me donne des temps, qu'on me dise bah voilà, demain il faut que ça soit parfait, de cette manière-là, on va te donner des techniques, et j'avais vraiment besoin de ça à ce moment-là de ma vie. Et pour moi, ça m'a permis aussi de grandir. Donc l'alternance, je pense que c'est une très 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 bonne voie, surtout dans notre domaine de métier. Aujourd'hui, les entreprises, elles ont besoin aussi de jeunes qui apprennent le savoir-faire, parce qu'on a besoin de renouveler nos équipes. Et de transmettre aussi. Voilà, la transmission, même les personnes qui ont 30 ans d'expérience ont envie de transmettre maintenant. Et faut pas perdre ce savoir-faire on a énormément de savoir-faire en France, d'entreprises, et il faut le garder. Oui, et il faut vraiment pas hésiter à partir ou orienter vos enfants si vous êtes des parents. Ouais. Dans l'alternance, il faut pas avoir peur. Je crois que c'est, en tout cas dans la mode, c'est terrible ce que je dis, mais je crois que c'est la meilleure chance de réaliser ses objectifs professionnels, c'est avec de l'alternance, parce qu'on est tout de suite plongé dans le milieu professionnel, on découvre la réalité des différents métiers et on apprend une rigueur qu'on découvre pas forcément pendant les études classiques, donc n'ayez pas peur des métiers techniques. Au-delà de ça, tu vois, entre une entreprise qui va fabriquer un vêtement et une autre entreprise qui va faire exactement la même chose, ils vont pas du tout appliquer les mêmes techniques. Donc je peux vous assurer qu'une entreprise et une autre, c'est complètement différent. Puis il y a plusieurs niveaux de mode, puisqu'il y a le prêt-à-porter, il y a la haute couture, Ouais. il y a du haut de gamme, il y a de l'industriel. Par exemple, dans le Nord, on a énormément d'entreprises, c'est plutôt de l'industriel. On va avoir des enseignes comme Kiabi, Camailleux, Cyrillus. À Paris, on va retrouver beaucoup de la haute couture, vu qu'elle ne peut être que parisienne. On va avoir du très haut de gamme, on va avoir aussi beaucoup de créateurs. Il y a plein de niveaux de mode, comme il y a plein de métiers.
Donc c'est hyper intéressant d'aller se confronter. Et du coup, je le dis, j'adore le dire, il n'y a pas qu'à Paris qu'il y a de la mode. Oui, non, il y a des régions... Il y en a en réalité partout. Il y a des régions françaises qui ont énormément d'entreprises en fonction des Région Lyon. spécialités aussi. Et ça, il faut garder. Il faut aussi aller dans les régions, aller sur les salons d'étudiants, aller sur les salons du métier. Ça, c'est hyper important. Parce que du coup, vous allez pouvoir rencontrer des professionnels et ils vont pouvoir vous guider sur vos formations, sur les différents types de métiers qui puissent exister. J'aurais pas dit mieux. Je pense que t'aurais dit mieux quand même. Non. Bon bah du coup, je crois qu'on a parlé pas mal de choses. Ouais. Est-ce que t'as envie de rajouter quelque chose? Ouais, du coup, c'est quoi ton rêve après? À Je moi? vais tester, ouais. Mon rêve? Ouais. Finir mon livre. Ça fait 2 ans que je l'écris, j'en peux plus. Donc pour toi, pour tes championnats du monde, c'est finir ton livre. Donc j'espère... Du coup, j'espère qu'il sera bien, ce livre. Et du coup, s'il fallait faire un grand rêve, j'aimerais, je sais pas s'il en vaut la peine, mais je me donne à fond dans l'espoir que ce livre, il vaille la peine d'être traduit dans plein de pays. Ok. Ça, je crois que c'est le plus grand rêve que je mets dans mon livre. Et en ce moment, c'est mon plus grand rêve professionnel. Et vous, c'est quoi votre plus grand rêve? Ah, c'est beau! On vous laisse là-dessus, du coup. Bah oui. Bon, du coup, on rappelle, si vous êtes curieux, et honnêtement, je ne comprendrai pas que vous ne le soyez pas, vous pouvez découvrir sa compétition puisqu'elle a été filmée pendant pas mal de temps, plus d'1 an du coup, c'est ça. Il y a 2 épisodes qui lui sont dédiés sur la chaîne WorldSkills, la série. Le lien est en bas et on le met partout pour que vous puissiez le trouver. Et on peut aussi te suivre sur Instagram du coup. C'est ça. Parce que moi j'ai hâte de savoir comment va se passer ta prochaine compétition, forcément. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on essaiera d'y répondre du mieux qu'on peut. Et vive la mode. Vive la mode. Je peux réaliser un des rêves. Vas-y. Action. Et pense à t'abonner aussi.